BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Eva Jaco, qui clôturera la grande saga Sulitzer aujourd'hui dans son rôle de bibliothécaire. Et puis nous retrouvons tout de suite nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, Patronne au XVIIIe siècle. Le livre de Camille Desjardins, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Oui, des chefs d'entreprise, femmes, des chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais alors on se dit au XVIIIe siècle, encore moins. Détrompez-vous, l'historienne Camille Desjardins qui nous avait déjà donné un magnifique ouvrage très passionnant sur Marguerite Blaikie, il y a quelques Blaquet, on devrait dire, parce qu'elle est française, même si elle a pris en anglais, il y a quelques années, là, fait l'ensemble du panorama du XVIIIe siècle et nous montre que des femmes chefs d'entreprise, en ce siècle-là, très dominées pourtant par les hommes, il y en avait beaucoup. Donc bien sûr, la première chose à faire, c'est comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut les retrouver. Et bien pour Marguerite Blaikie, par exemple, c'est les faillites ou la banqueroute, et donc on a le tribunal, les actes notariés qui vont montrer que finalement, il y a beaucoup de maris qui vont autoriser leurs femmes à diriger leur entreprise ou d'autres entreprises. Les veuves, en fait, qui, libérées de la contrainte des maris, vont pouvoir être des femmes d'entreprise assez importantes. Alors, il y aura aussi normalement les jeunes femmes célibataires, mais il y en a moins, nous dit l'autrice. Alors, c'est vrai que le livre, c'est surtout une compilation, un rassemblement d'études qu'on connaît déjà pour la très grande part et pour la majorité, et pour mon sens, à mon sens, la partie la plus intéressante du livre. Bon, on passe en revue, bien évidemment, Marguerite Blaikie, parce que Camille Desjardins, vous avez fait déjà un livre. C'est une femme qui a été mise en banqueroute, pas à juste titre du tout, par son mari qui l'a attaquée. Et donc, elle s'est défendue, elle a mobilisé, était capable de mobiliser tout un réseau professionnel pour l'aider. Et de ce fait, pour arriver à être réhabilitée, elle était emprisonnée, parce qu'à l'époque, la banqueroute, c'est la prison. Donc, elle a pu se réhabiliter. Elle vend des articles de mode anglaise qui font fureur à l'époque, au 18e à Paris. Et elle arrive, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de cette femme fabuleuse. Alors, bien sûr, il y a Madame de Marez, qui était en gros la directrice générale d'Oberkampf. Oberkampf n'aurait pas duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu cette femme absolument extraordinaire pour tenir les comptes, la finance, les taux de change. En fait, c'est son mari qui avait été embauché, mais il se trouve incompétent et il épouse cette dame parce que c'est une fille de commerçant dont il sait qu'elle sait faire de la comptabilité. Il l'épouse pour ça. C'était quoi Oberkampf, Christian? Ah bah c'était les manufactures de toiles de Jouy, c'était tout le textile à la fin 18e, début 19e. Donc la société n'a pu exister que grâce au travail de Madame de Marez et de son mari, qui se sont d'ailleurs enrichis, et même quand Oberkampf s'est débarrassé du couple. Amélie de Dietrich, qui devient veuve et la société de Dietrich n'existe aujourd'hui que grâce à elle, parce qu'elle a remonté la boîte. Madame Dayange, Rose Bertin, la grande modiste de Marie-Antoinette, bien évidemment. Donc quand on a la reine parmi ses clientes, mais on s'aperçoit, et le livre nous montre bien, en s'appuyant sur les études déjà existantes, qu'elle avait vraiment, elle dirigeait un gros atelier. Voilà, on passe en revue Olive de Lestonnac, je pense qu'il a dû plaire à Jean-Marc, parce que cette grande entrepreneuse, alors c'est un peu avant, bordelaise, qui va construire un peu Château Margaux, en fait, grâce à son père, elle va compléter, mais c'est Claire Lemao qui nous avait déjà renseigné. Bref, Camille Desjardins nous rassemble un peu toutes ces femmes entrepreneuses, elle en rajoute quelques autres un peu moins connues, mais c'est pas grave, même les moins connues, l'ensemble montre que dans cette société très masculine, où a priori les femmes n'ont rien le droit de faire, et surtout pas du business, ces femmes ont toutes, notamment, non seulement bien géré, il y a un ou deux cas où bien sûr le truc s'est planté, parce que ça arrive aussi aux femmes, c'est normal, que ça arrive aussi à elles et pas seulement aux hommes, mais elles ont su trouver leur autonomie, et c'est ça qui est intéressant dans le livre. Jean-Marc Daniel, avez-vous aimé ces patronnes du XVIIIe siècle? 18e siècle, tout de suite, j'étais a priori très favorable. Et je ne cache pas que j'ai été déçu. D'abord, au début, Christian l'a dit, elle explique comment elle a constitué
son panel de femmes. Alors c'est assez fastidieux, c'est long, c'est assez confus. Elle fait des références. Quel est le métier d'historien? Comment elle devient historien? Elle rend hommage à ses maîtres. Bon, on perd beaucoup de temps. Jusqu'à la page 50 pratiquement, on se perd dans ses considérations sur qu'est-ce qu'être historien. Et puis ensuite, alors effectivement, elle parle de... Il y a énormément de coquilles. En plus, en particulier, le couple qui est associé au Bergkamp est annoncé comme avoir été anobli sous Louis XVIII. Alors c'est assez difficile d'avoir été anobli sous Louis XVIII au XVIIIe siècle. Bon. Non, mais alors c'est une coquille. On voit bien. En fait, c'est Louis XIII. Il y a un 5 qui s'est glissé là, mais il y en a beaucoup de ce genre de coquilles. Donc il y a un travail d'édition qui n'est pas au rendez-vous. Et puis alors après, moi, je pensais qu'il y aurait davantage de portraits. La veuve Clicquot, qui est quand même un personnage dont on n'a pas parlé, Christian, mais qui est quand même une personne. Elle a droit à 1 page et demie. C'est parce qu'on la connaît bien déjà. Oui, enfin bon, tout ça et donc ça manque à la fois de cohérence, un peu d'anecdotes, un peu de ce qui... C'est des personnages, c'est des personnalités. Effectivement, elle le dit bien. Pour exister à cette époque-là, il fallait, étant une femme... En plus, la plupart ne sont pas nobles. Parce que il y a des femmes qui ont fait fortune, mais parce qu'elles étaient nobles. Donc elles pouvaient... Bon. Et finalement, je ne veux pas paraître snob et tout ça, mais les extraits les plus intéressants que j'ai trouvés, ce sont les extraits des liaisons dangereuses qu'elle cite 2 ou 3 fois. C'est la marquise de Merteuil, qui est le symbole de la femme émancipée. Et je trouve que ce que disait Laclos sur le statut des femmes est beaucoup plus précis que finalement ce qu'on dégage de ses propres travaux. Et les 2-3 profils qui vous ont quand même séduit? Alors, celui qui m'a séduit, c'est effectivement Madame de Marèze, et puis Madame Bertin, effectivement, qui est un personnage qui la Bordelaise, c'était moins... C'est parce qu'on a moins d'informations sur elle aussi. Pierre Lemahou a fait un travail remarquable, mais on n'a pas beaucoup d'informations. La Bordelaise, on a du mal à cerner exactement ce qu'elle rôle, elle jouait et tout ça. Et bon, déception quand même. Bon, alors on passe à votre choix, Jean-Marc. Bon, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein, vous, avec... là, on est surprenant, les patrons du XVIIIe siècle. La turbulence dans l'économie mondiale, du solide, du costaud. C'est aux éditions de Bouec et c'est écrit par Laetitia Baldecchi, Juliette Cohen et Bastien Dru. De quoi s'agit-il? Alors c'est un livre très pédagogique, très solide, qui est écrit par 3 économistes de banque, 3 économistes de marché, et que je trouve intéressant parce que ils sont très prudents, ils avancent sur des œufs, ils citent énormément de gens. Oui, vous aviez déjà précisé que c'était des économistes de banque. Oui, donc ils avancent, ils disent voilà, machin a dit ça et ça, et ils essaient d'identifier effectivement, depuis grosso modo 2008-2009, la séquence de turbulences qu'a traversé l'économie mondiale, donc 2008-2009, la crise des dettes publiques en Europe, puis ensuite la Covid, la guerre en Ukraine. Bon. Et ils disent, voilà, quels sont les enjeux qu'il y a maintenant? Donc ils listent ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle, qui est sur la nocivité des politiques d'austérité. Je m'en doutais. Que Christian allait bondir là-dessus. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est fait de façon très pédagogique, très claire, et très humble. C'est-à-dire, ils disent, voilà, machin pense ça, voilà. Et donc, je pense que c'est à la fois très représentatif de ce qu'est le métier d'économiste au contact de la réalité, parce qu'ils sont au contact de la réalité, ils ont des clients, ils exposent à des clients les enjeux, donc ils parlent du vieillissement, du réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de ces enjeux qui sont immédiats, et ils leur apportent aussi bien à leurs clients qu'à nous les réponses que le langage courant, la pensée courante économique apporte. Et donc je trouve ça à la fois utile, humble et tout à fait passionnant. Bon, très bien. Christian Chavagneux. Alors c'est vrai que c'est très bien écrit. Les économistes écrivent pas souvent clairement, et là c'est vraiment le cas. Tout est lisible, tout est compréhensible. Ça c'est vraiment le vrai point fort du livre. Je pense que le livre, en même temps, a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire c'est d'autant plus facile de bien écrire que le propos est léger. Et moi, j'ai trouvé que sur les 13 sujets qui étaient traités, le propos est vraiment quand même très léger. Je pense que si vous lisez Alternative économique ou si vous lisez n'importe quel journal économique qui vous plaît, pour l'Écho par exemple, je ne sais pas si vous apprenez grand-chose à la lecture des 13 chapitres. Il y a des fois où c'est vraiment très bizarre. Vous avez un chapitre sur la démondialisation. Est-ce qu'on entre sur la démondialisation ou pas? Et ils font l'erreur classique de tous les économistes de mesurer la mondialisation par le commerce extérieur sur PIB. Imaginez que toutes les multinationales du monde entier reviennent dans leur pays d'origine et se mettent à exporter. Vous auriez une explosion des exportations et pourtant une mondialisation complètement rabougrie. Et il faut attendre 2-3 chapitres plus loin pour avoir un chapitre sur les chaînes de valeur.
Et c'est là qu'est la mondialisation ou pas. Est-ce que les chaînes de valeur se raccourcissent, se régionalisent, se nationalisent ou pas? Et les deux chapitres sont écrits indépendamment les uns des autres. Sur les matériaux critiques, par exemple, sur les fameuses terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, parce qu'au fur et à mesure, on en découvre qu'à part une ou deux, il y en a à peu près partout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, la France, doit redevenir une puissance minière? Est-ce qu'il faut creuser ou pas? La question n'est même pas posée. En fait, le problème du livre, il est dès l'introduction. Il y a eu une hésitation entre est-ce que le système capitaliste actuel reste et va rester le système capitaliste actuel. Il va subir quelques turbulences, un peu de volatilité. Plusieurs auteurs ou autrices disent « Oh, là, sur tel ou tel thème, il y a de la volatilité. » Donc, on s'éloigne de l'équilibre, on revient. Ou bien, est-ce que les transformations, et pour certaines, c'est très sur la démographie, par exemple, c'est très clair que les transformations sont structurelles. Ce n'est pas simplement que ça change un peu par rapport à hier, on change de monde. Et donc, est-ce que les 13 chapitres auraient dû nous dire bah, « Vous inquiétez pas, le système capitaliste actuel ne change pas, ça va peut-être un peu secouer, mais va rester le même », ou bien on est en train de vivre des transformations telles que c'est un nouveau régime capitaliste qui est en train de se mettre en place. Et d'un chapitre à l'autre, on est d'un côté et de l'autre, le choix n'est pas fait, et du coup il manque un fil rouge qui fait que ces 13 dossiers sont traités de manière complètement indépendante, alors que je pense qu'ils auraient mérité une structuration intellectuelle pour aller bien ensemble et nous dire, au fond, le capitalisme change ou pas. Malheureusement, la question n'est même pas posée. Oui, c'était pas l'enjeu du livre. Donc, bah oui, mais si, l'introduction pose cet enjeu. Turbulence ou bien changement structurel. Quand vous avez écouté les économistes de banque, une fois que vous les avez écoutés, vous savez toujours pas quoi penser. On les adore, les économistes de banque. On les adore. Non, c'est vrai qu'ils prennent. Non, on peut quand même. Mais on comprend. Vous l'avez expliqué très bien, Jean-Marc. Ils ont des clients. Ils sont pas. C'est pas des journalistes qui peuvent se permettre. On a une forme d'attente. Et là, le livre répond bien. Il y a une forme de responsabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas effectivement prendre des positions trop affirmées. Merci beaucoup, chers amis, à tous les deux. Et on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jaco pour clôturer notre saga Paul-Loup Soulitzer. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva Jaco, journaliste à BFM Business. Et donc nous poursuivons la saga Paul-Loup Soulitzer que nous avions démarré il y a 2 numéros de la librairie de l'écho. Vous allez donc continuer à nous conter les aventures de son héros Francis Mbali. Mais bon, allez, si quelques-uns ont loupé le premier épisode, rappelez-nous rapidement qui est Paul-Loup Soulitzer, pourquoi son œuvre, finalement, quelque part, a été marquante. Oui, Paul-Loup Soulitzer a influencé toute une génération, on en avait parlé. C'est l'écrivain d'une époque, une grande figure des années 80, et maître de ce nouveau genre littéraire qu'on appelle le thriller financier ou western financier. Il a publié 35 livres vendus à 43 millions d'exemplaires à travers le monde. Et donc, on a vu la dernière fois le début de la trilogie avec Money, vrai best-seller à l'époque. Aujourd'hui, place à la suite des aventures avec Cash et Fortune. Cash et Fortune qui sortent en 1980 et 1982. Où en est-on alors donc des aventures du jeune Francis Mbali ? Eh bien, rappelez-vous, à la fin de Money, Francis Mbali avait mis son adversaire au tapis, le fameux banquier suisse, et celui-ci, il va se venger dans Cash, et les deux vont se livrer un combat financier hors norme à travers le monde. Francis Mbali, pour lutter ce piège qu'il sent venir, eh bien, il diversifie ses business. Il s'engage sur le marché spéculatif de l'argent métal, celui du café et du pétrole. Il monte un safari géant en Floride, dont l'investissement s'élève à 600 millions de dollars. C'est un peu un parc d'attractions version Disneyland Paris, ou encore une affaire de cours de tennis sur les toits qu'il appelle tennis dans le ciel. Alors, des tas de problèmes vont lui tomber dessus. Il finit presque ruiné, mais il rebondit dans le dernier tome, dans Fortune, avec, en ouvrant un hôtel casino à Atlantic City nommé Éléphant Blanc. Alors, ce Francis Mbali, on voit bien, c'est un peu la même famille de héros que Largo Winch, par exemple, dont les BD, effectivement, sont aussi très connus. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 héros dans les livres de Paul-Loup Soulitzer. Il y a ces personnages, mais il y a surtout les mécanismes de ce capitalisme financier qu'il explique de façon quand même
extrêmement imagé et pédagogique. Exactement, c'est un petit peu la finance pour les nuls. Il explique le b.a.-ba avec des termes très simples et compréhensibles. Il explique toutes ces transactions, il définit les appels de marge auxquels il répond dans l'affaire du café notamment, les spéculations sur l'argent métal ou encore le fonctionnement des banques privées. Et il donne des explications très précises de ce qu'est un marché à terme. Ouais. Et il explique aussi la spéculation en prenant des exemples très simples. Par exemple, pour expliquer cela, il parle d'un kilo de haricots verts. Alors lui s'est engagé à acheter des tonnes de café, 15 000 tonnes précisément, en jouant à la hausse sur les marchés du Robusta à Londres et de l'Arabica à New York. Or, le prix du café a baissé et c'est là qu'il entreprend de faire une vente à réméré. Je cite, le vendeur se réserve le droit de racheter dans un délai convenu entre les parties ce qu'il a vendu. Alors, idem dans Fortune, où il livre en fait une étude très fine du fonctionnement interne d'un casino avec une enquête basée sur le Caesars Palace de Las Vegas. Voilà, c'est un auteur qui a marqué son époque. C'est un peu comme Guillaume Musso aujourd'hui, mais à l'économie, quoi. Exactement, voilà, c'est un peu le business et la finance populaire. Merci beaucoup, Eva Jacot. C'était très sympa, cette saga Paul Louw-Soulitzer. On retrouve notre globe-trotter à nous, qui n'a aucun rapport avec Paul Louw-Soulitzer. Il aurait pu faire partie des romans de Paul Louw-Soulitzer, certainement. On aurait pu le croiser au détour d'une direction d'études économiques ou d'une grande institution internationale. Oui, Benaouda, il aurait été dans une grande institution internationale. C'est Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on démarre avec Washington qui surestime la faiblesse de la Chine. Oui, c'est Si le survivant, le titre, une publication par le très classique Foreign Affairs, mais qui est vraiment à contre-courant d'une thèse de plus en plus majoritaire aux États-Unis. Christopher Johnson, qui est le président d'un cabinet de conseil à Washington, le China Strategies Group, il a précédemment travaillé, entre autres, comme analyste principal à la CIA sur les dynamiques économiques de la Chine, et il entend démontrer ici que Xi Jinping parvient en fait à maîtriser les intentions de ses adversaires aussi bien en dehors qu'à l'intérieur de son pays. Nombre d'analystes occidentaux, nous dit-il, jugent que différentes décisions du président chinois ces dernières années mènent son pays à la ruine et mettent en péril la sécurité internationale. L'auteur américain estime, lui, que la dure vérité, je cite, c'est qu'il est trop tôt pour porter des jugements aussi définitifs, qu'il s'agisse de sa manœuvre risquée, très risquée pour désendetter le secteur financier national, ou bien son affirmation d'un modèle de développement économique qui serait unique à la Chine. Soutenir d'ores et déjà que sa doctrine de modernisation à la chinoise et voie à l'échec serait donc à tout le moins prématurée. Et l'analyste n'adhère pas en fait non plus au récit sommaire, tout à fait sommaire à ses yeux, d'une nouvelle guerre froide, parce qu'elle occulte que l'approche de Xi Jinping place les organes de sécurité sous un contrôle civil plus strict. C'est le civil qui est au-dessus du militaire, contrairement à l'idée qu'on se ferait. Xi Jinping, par son obsession, je cite, de la domination du Parti communiste, joint ainsi de nouveaux arrangements institutionnels à son pouvoir brut. Christopher Johnson explique aussi comment ce président, contrairement à ses deux prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin, conduit la plupart de ses grands paris en contrant de puissants groupes d'intérêts internes. Comment? Alors, en jouant les uns contre les autres, les bureaucraties et les possibles centres de pouvoir rivaux. Mais selon lui, le risque pour le pouvoir central est que maintenant germent des fiefs autonomes. Vous nous racontez, Benaouda, ensuite un travail qui mesure la guerre technologique États-Unis-Chine et ses effets sur l'Europe. Alors le mois dernier, à l'adresse des Européens qui se plaignent, et c'est peut-être passé inaperçu, un conseiller principal de Joe Biden a annoncé que les États-Unis ne s'excuseront pas du fait que l'argent du contribuable américain doive aller à l'investissement et à l'emploi américain. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Une déclaration qui a le mérite de rappeler aux pays européens, si besoin est, qu'ils ne représentent que des paramètres tout à fait annexes dans la guerre technologique que se livrent les deux plus grandes économies mondiales. Dans ce travail, Enrique Feas, qui est chercheur à l'Institut Royal Elcano de Madrid, analyse à quel point, d'après lui, les incitations massives américaines et chinoises, sous forme de subventions et d'avantages fiscaux,
déséquilibre dangereusement le jeu pour l'Union européenne. L'auteur traite d'abord en détail le combat sino-américain titanesque dans les semi-conducteurs et dans sa dizaine de chaînes de valeur qu'il donne un découpage très instructif. Ouais. Pour Enrique Feas, l'origine du conflit a deux causes reliées, économiques et politiques. Tout partirait dans cette lecture du plan Made in China 2025 qui avait été présenté en mai 2015 à Pékin, qui vise à ce que la Chine s'oriente vers la production de biens à forte valeur, intensité technologique. On a ensuite une synthèse très précise de l'engrenage de mesures américaines de contre-offensive sous les administrations Obama puis l'administration Trump. Il relie les deux et jusqu'à parvenir aux législations majeures actuelles de la présidence Biden sur les subventions vertes et sur les puces. Le souci pour l'UE, c'est d'une part qu'elle ne serait aucunement préparée à cet aboutissement d'un processus américain et qu'il semble que ces États membres n'aient pas le courage, je cite, d'assumer la nécessité d'un plan dynamique de financement conjoint. Pour l'auteur, il est l'heure maintenant de courir le risque et de simplifier les règles, la bureaucratie européenne, sinon une dépendance stratégique s'annonce pour des décennies. Direction le Nigeria pour terminer, Benahouda. La croissance économique a-t-elle réduit la pauvreté? Une analyse critique. Alors, Bola Tinubu, qui est le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré le 1er mars vainqueur de la présidentielle. Le Nigeria, premier produit intérieur brut d'Afrique, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde dans un quart de siècle seulement, avec une multitude d'interrogations quant à son avenir. 3 économistes de la capitale nigériane, une du Centre d'études des économies africaines et 2 de l'Université d'Abuja, ont travaillé sur les 2 dernières décennies d'une croissance économique significative, voire très significative, avec en dehors de la place centrale des hydrocarbures, d'extraordinaires succès nigérians que nous avons déjà pu aborder ici sur notre antenne, dans l'industrie des matériaux ou encore dans les technologies de l'information. Pourtant, aussi bien les taux de pauvreté que les niveaux d'inégalité sont restés élevés. La dégradation s'est même accélérée. 53% des personnes au Nigeria vivent sous le seuil de pauvreté, à 1,90 $ par jour, et à une vitesse plus rapide encore dans les zones rurales. Christine Olasode et ses collègues décortiquent ici les raisons de cette quasi-absence de transmission entre croissance et richesse. La notion de PIB par habitant, nous explique-t-il, apparaît pratiquement vidée de sens. La création de postes de travail formels n'a que très peu suivi. Et les auteurs préconisent une diversification de l'économie impulsée par l'État fédéral, un investissement massif dans les services publics et une politique structurée d'aide sociale. Le président élu Tinubu, qui appelle ses 2 concurrents malheureux à faire équipe ensemble, aura donc très vite à se prononcer sur ce très vaste programme pour le quart de siècle qui arrive. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Eh bien, j'ai choisi la dernière publication de Robert Boyer dans la collection des classiques Garnier, qui est une collection très originale. Ils rééditent des textes de Marshall, des textes de Jevons. Et là, ils ont fait un florilège de textes de Robert Boyer autour de la macroéconomie et l'histoire. Donc, tous les textes sont des textes qui ont déjà été publiés, certains dans des revues assez confidentielles, donc ça permet de les découvrir. Et avec ce fil conducteur, qui est l'idée forte du livre et de Robert Boyer, qu'on ne peut pas faire d'économie sans avoir fait de l'histoire, sans mettre en parallèle en permanence ce que l'on affirme avec une vérification expérimentale par l'histoire. Donc certains textes sont un peu, comme toujours avec Robert Boyer, assez ardus, mais d'autres sont passionnants. Donc c'est un livre tout à fait estimable. Très bien. Un livre très intéressant parce que Robert Boyer nous explique que l'économie est fille de l'histoire. Il n'y a pas une théorie globale qui pourrait être appliquée. C'est pas de l'expérimentation. On a notre théorie, puis on va voir si en Antiquité, au Moyen-Âge et maintenant, notre théorie elle fonctionne. Robert Boyer dit que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chaque théorie est la fille de l'histoire, contrairement à l'économie que défend Jean-Marc traditionnellement. Je suis bien content qu'il défende ce livre de Robert Boyer. Et moi, pour ma part, j'ai choisi un autre livre qui va plaire aussi à Jean-Marc, puisque c'est le dernier livre de Serge Audier. Alors, il est sorti fin 2022, mais comme ça, un pavé, il m'a fallu un petit peu le temps pour le lire, et qui porte bien sûr sur le néolibéralisme. Alors je sais que Jean-Marc s'excite à chaque fois qu'on entend le mot néolibéralisme. Il a tort, parce que Serge Audier et d'autres ont bien montré que c'est un objet intellectuel et d'enquête et d'études intellectuelles. Et là, Serge Audier, donc c'est le premier volume qui nous a annoncé déjà 500 pages très érudites, d'un deuxième volume qui doit arriver bientôt et qui reprend les thèses traditionnelles de Serge Audier, à savoir qu'au moment où il y a eu la crise du libéralisme dans les années 30 et après la guerre, il y a eu plusieurs formes de nouveaux libéralismes, il y a plusieurs néolibéralismes. Il y a une formule qui s'est imposée.
en gros, pour aller très vite, je caricature celle de Hayek, mais il y en avait plein d'autres. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir un vrai débat chez les néolibéraux, pour savoir s'il n'y a pas d'autres formes de néolibéralisme qui pourraient et qui mériteraient d'être développées. Mon Dieu, Christian, déjà que vous mettez deux libéraux ensemble, ils ne parlent pas du même libéralisme. Ah là, il y en a au moins 3. Eh ben, dites donc, ça promet. Moi, je termine. Et oui, toujours dans la veine, alors qui est très riche en ce moment, la veine de tous les ouvrages oui, c'est vrai. de pédagogie économique qu'on essaie de rendre le plus accessible, le plus lisible possible, souvent sous une forme extrêmement chatoyante, j'ai envie de dire, hein, beaucoup de BD. C'est un peu dans le même esprit que le livre de l'émission On n'arrête pas l'écho. Voilà, alors c'est dans la série Le Grand Cours, c'est une collection de la maison Hachette Pratique, et là c'est consacré donc à l'économie, le grand cours, les grands sujets pour comprendre notre monde. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien illustré, et c'est des thèmes sur voilà, on vous explique qui sont les grands économistes, produire, qu'est-ce que produire, qui produit, les entreprises, le profit, la croissance, les dépenses de santé privées, publiques, est-ce que l'État doit produire ou pas, etc. C'est vraiment passionnant, ça se lit très bien. Vous mettez ça sur votre table de salon et vous verrez que tout le monde viendra y picorer. C'est très utile pour les étudiants parce qu'il y a des schémas. Ouais. Et ce qui est toujours difficile pour un étudiant en économie, ce sont 2 profs en école préparatoire, c'est de faire les liens entre les différentes variables économiques. Et là, les schémas explicatifs, je trouve, aident bien. Et c'est moi, je viens de terminer ce livre. J'ai trouvé très bon. Très bel effort, hein, en tout cas, de vulgarisation. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.